Professeur Didier Raoult, professeur Philippe Colson, où en est-on de l'épidémie et de l'efficacité des vaccins? L'épidémie continue, on va voir pourquoi. L'efficacité des vaccins, elle est variable d'un pays à l'autre et d'un vaccin à l'autre. Nous, maintenant, là, en dépistage, heureusement, l'épidémie diminue, mais on a un peu plus de 50% maintenant des gens qui sont détectés, qui ont été vaccinés. Voilà. Et ici, c'est les gens qui sont hospitalisés en hôpital de jour. Vous voyez que progressivement, ceci monte. Et donc là, je vous dis, dans la dernière semaine, au dépistage, il y a plus de 50% des gens dépistés qui sont vaccinés. Donc peut-être que c'est dû à l'épuisement vaccinal, ou peut-être que c'est dû aux différents variants, on va voir ça. Et du coup, on a regardé sur un site, ceux qui sont curieux peuvent le regarder, c'est le site de Johns Hopkins, comment était la réponse aux vaccins dans les différents pays en fonction du type de vaccin. Alors, il y a d'une part les vaccins modernes, c'est-à-dire les vaccins ARN ou ADN. Vous voyez, ça c'est la France, et donc on a fait un gros effort vaccinal ici, mais ça n'empêche qu'il y a eu ici une nouvelle épidémie qui a l'air d'un peu repartir. Ça c'est Israël, vous voyez, on pensait que c'était le meilleur élève parce que c'est eux qui ont commencé le plus tôt la vaccination. Et donc, vous voyez qu'après, ça en est suivi d'épisodes vaccinal tout à fait importants, avec une mortalité importante. Ici, vous voyez, c'est l'Islande. L'Islande n'a jamais beaucoup de morts, mais vous voyez qu'il y a une grande stratégie vaccinale qui a couvert pratiquement tout le pays avec une épidémie derrière. Et puis, vous voyez l'Angleterre qui a eu une énorme stratégie vaccinale aussi. Et puis, ça n'a pas empêché qu'il y ait ni des cas, ni des morts. Et là, on a l'impression qu'il y a un rebond après cet épisode vaccinal. Alors à côté, les autres vaccins qui sont les vaccins plus traditionnels, moi qui sont plutôt qui aurait été plutôt mon premier choix, on va voir ce qu'ils donnent parce que les stratégies vaccinales ont été mises en place plus tardivement. Vous voyez que moi je me mets de l'alcool sur les mains, permanence. Ouais. Et donc vous voyez que, par exemple, ici, le Chili, qui sont ceux qui ont publié sur l'évaluation de l'efficacité vaccinale, pour l'instant, la mise en place du vaccin est associée avec une disparition, on verra. Peut-être que ça repartira. Je ne veux pas prédire l'avenir, je ne l'ai jamais fait. Mais vous voyez pour l'Argentine aussi, vous voyez pour la Bolivie aussi, on commence le vaccin et on voit que les choses diminuent. Pour le Brésil aussi, qui est le sujet de beaucoup de débats. Et vous voyez pour l'Algérie aussi, donc quand on commence le vaccin, on voit les choses diminuer. Est-ce que ce vaccin permettra d'avoir une immunité plus durable et de mieux contrôler l'épidémie? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de raison d'éliminer le vaccin chinois comme étant un mode de protection, comme on le fait dans un certain nombre de pays d'Europe, en disant si vous êtes vacciné avec le vaccin chinois, ça ne compte pas. Il n'y a pas de base scientifique ni épidémiologique pour dire qu'il est moins bon que les autres dans ce qu'on voit dans la vraie vie quand même. Donc je pense que c'est un point important. Qu'est-ce qui explique que malgré cette vaccination, il y ait des épidémies? Alors ce que l'on observe, c'est une apparition, en fait, une émergence successive de différents variants qui chacun vont être responsables d'une épidémie distincte. Alors sur un site qui s'appelle Covariant, on peut voir pour les différents variants quelle est leur apparition et leur dynamique dans les différents pays. Alors par exemple pour un dérivé du mutant et variant 20A qui possède une mutation 439K dans la spike, qui est représenté ici en bleu foncé, et bien on voit que ce variant est apparu d'abord en Norvège, puis en Irlande, puis en Slovénie, en République tchèque, au Danemark, et il a été très peu présent ici en France. Et on voit que dans ces différents pays, ce variant a une évolution particulière, spécifique, et qu'il a fini par disparaître. Alors si on regarde le variant Marseille 2, lui, il est apparu en Espagne, il est devenu extrêmement prédominant en Espagne,
Et il s'est également propagé dans d'autres pays, la Norvège, l'Italie, l'Irlande, la Suisse et la France, où il a été assez peu présent, et il a vite été en concurrence et dépassé par le Marseille 4, qui est le variant qui a été prédominant chez nous entre l'été dernier et puis mars 2021. Issu des visons français. Voilà, et donc effectivement pour lequel on pense qu'il est originaire des élevons, d'un élevage de visons français. Et donc vous voyez, il a été très prédominant en France, mais il a également diffusé au Danemark, donc en Suisse, ensuite en Slovénie, en Hollande, et puis un petit peu ensuite en Suède. Alors quand on regarde le variant anglais qui s'appelle maintenant le variant alpha, on voit qu'il est apparu en fait en Angleterre, il est représenté ici en rouge, et il a diffusé ensuite beaucoup au Portugal, en Irlande, en Italie, en Suède, et puis en France, où il est devenu prédominant dans ces différents pays. Et ensuite, il a disparu, et c'est le variant Delta qui est devenu prédominant, et qui est devenu responsable des cas. Donc en Europe, il a été détecté initialement en Slovaquie, en Slovénie, très vite en Angleterre, en UK, et puis ensuite en Finlande, au Portugal et en France, où il est devenu dans toutes ces zones le variant prédominant, et ce qu'il reste encore actuellement. Il s'agit donc d'épidémies successives qui se superposent. Comment explique-t-on que ces épidémies succèdent? Alors, je vais vous montrer, c'est sur ce site, des variants. Vous voyez que, par exemple, pour ce variant alpha qui s'est tellement implanté, vous voyez la forme globale de la courbe est une courbe en cloche. Mais il y a plusieurs cloches qui se superposent, bien sûr, puisqu'il y a plusieurs pays, et que l'épidémie va se dérouler à peu près avec cette forme à chaque fois dans des pays différents. Et si vous faites la somme de tout ça, vous avez cet aspect-là. Là, c'est pareil, vous voyez le variant bêta, et puis là, le variant gamma. Et vous voyez, ce qui est très étrange, c'est que, sans qu'on sache pour l'instant pourquoi, il y a des variants qui ne vont pas s'imposer. Vous voyez, ce variant-là ne va pas s'imposer, celui-là non plus, le iota pour l'instant non plus, le mu non plus. Vous voyez, donc, et puis celui-là s'est implanté assez fortement, tandis que celui-là est resté lié en Corée du Sud. En Corée du Sud, il y a eu très peu de cas, mais avec un variant qui leur est propre et qui ne s'est pas diffusé. Donc c'est très... on va apprendre énormément de choses grâce au Covid-19, parce que les crises font toujours apprendre beaucoup de choses. Mais vous voyez cette complexité des épidémies successives qui est extrêmement complexe, intéressante, et qu'on commence, vous voyez ici typiquement, on a une épidémie qui concerne énormément de pays et qui est très importante, et puis celle-là qui est abortive et qui a concerné essentiellement le Danemark. À mon avis, d'ailleurs, ça c'est une épidémie venue du vison au Danemark, mais qui a généré un variant qui n'a pas eu beaucoup de succès. Vous voyez, donc là encore, vous voyez, quand vous cumulez tout, vous avez cette épidémie et qui a une forme de cloche, mais qui rajoute plusieurs cloches successives. Donc la forme typique de ces épidémies, c'est la cloche. Et bien entendu, son extension dépend de paramètres qu'on connaît mal, mais qu'on peut essayer de comprendre à partir d'un exemple unique qui est celui sur lequel nous avons pu travailler. Et concernant le variant Marseille 4, que sait-on désormais? C'est lui qui, pour l'instant, nous explique le plus de choses, parce que celui-là, nous avons tout eu. C'est-à-dire depuis les tout premiers cas, puisqu'il est né en France et qu'on a eu les toutes premières séquences de ce virus, et qu'on l'a vu s'éteindre. Et donc on voit là, on voit, il est là, et ce qu'on comprend si on regarde dans le détail, c'est qu'il ne peut pas faire une courbe unique, parce qu'en réalité, il y a plusieurs sous-variants. Et en particulier, celui-là qui est très important, donc on a fini par appeler celui-là le 4A et celui-là le 4B. Vous voyez, alors que ce 4A est en train de s'éteindre, j'ai déjà expliqué que au fur et à mesure que ces mutations apparaissaient, une divergence apparaissait, et elle était associée avec une perte de capacité à se multiplier.
et le virus disparaissait. Donc quand le virus n'est plus très homogène, comme il est au début, petit à petit, en se dispersant, il disparaît. Donc c'est parce que c'est une forme unique du virus qui est extrêmement contagieuse. Donc ce qu'on voit, et ce sur quoi on est en train de travailler, c'est que quand commence ici une petite épidémie avec un lignage, là, ou là, ou là, à chaque fois, il y a une mutation clé qui est une mutation bénéfique pour le virus. Il y a quelque chose qui se passe qui est bon pour le virus, et il commence à se multiplier. Mais il y a très peu de mutations qui sont bonnes, peut-être 1 sur 100. Et donc les mutations qui se succèdent après sont des mutations qui sont plutôt, qui en s'accumulant, vont lui faire perdre de la capacité à être virulent et à se multiplier. Et donc ce linéage va disparaître. En moyenne, après l'apparition d'un linéage, la durée de vie du linéage est de 3 mois et demi, de 7 à 8 mutations. Il peut tolérer 7 à 8 mutations qui ne servent à rien ou qui sont plutôt non bénéfiques, et puis il s'éteint. Voilà, ces mutations entraînent une divergence, donc on peut en moyenne dire, écoutez, un sous-linéage comme ça devrait durer, puisque c'est la moyenne de mutation de ce virus, c'est une mutation tous les 15 jours. On peut dire qu'au bout de 3 mois et demi, en principe, il doit disparaître. Vous voyez, c'est ce qu'on avait vu avec la première épidémie de Wuhan. Là, voilà, hop, elle a une courbe en cloche. Ça, là, c'était typique, il n'y avait pas encore de variant. Donc, c'était la première épidémie, il n'y a pas de variant, elle dure 3 mois. C'est ce qu'il y a en Chine, il n'y a jamais rien d'autre que ça. Hein. Une épidémie qui dure 3 mois et demi, avec des variants qui s'épuisent, et puis c'est terminé. C'est la forme typique d'une épidémie. Ce qu'il y a de particulier dans ce virus, c'est cette capacité à générer des mutations favorables qui témoignent de l'adaptation à l'homme. On a maintenant des preuves indirectes, dont on parlera, qui montrent que effectivement la source de ce virus était vraiment ni le pangolin, ni les visons, quelque chose d'autre, et que son adaptation à l'homme va, y compris avec la neutralisation d'un certain nombre d'informations génétiques dont il avait besoin avant de rentrer chez l'homme et dont il n'a plus besoin maintenant, et en se débarrassant de cette information génétique, il gagne en vitesse de multiplication. Ce qui est un faux paradoxe, bien sûr. Si vous vous débarrassez de choses qui ne sont pas utiles, vous pouvez courir plus vite. Hein, c'est quelque chose qui est compréhensible. Et donc, du coup, quand on reprend la séquence du Marseille 4, et si ça, c'est tout le Marseille 4, on se demande ce que c'est que ce truc bizarre qui est ici, là. Eh bien, ça, cette première partie, c'est la somme de tous les sous-variants du 4A, donc ils n'ont pas exactement la même cinétique, mais si vous les groupez tous, vous avez l'impression que c'est la même chose. Et puis ce deuxième-là, vous voyez, c'est celui qui commence ici, qui est plus petit, donc il ne donne pas la même impression, est écrasé par ça. Et ainsi, vous voyez qu'il n'existe pas une seule courbe qui est typique, une courbe en cloche ou en gamma, parce qu'elle s'étend souvent un petit peu. Vous voyez, la forme typique, c'est celle-là, hop, là il accélère, et puis à partir de là, il décélère. Et cette accumulation de mutations qui ne servent à rien ou qui le retardent emmène petit à petit à sa disparition au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de mutations. Donc on voit assez bien ce qui se passe. Ça veut dire que, donc, plus que jamais, il est très très important d'avoir des séquences très tôt de ces génomes, parce que quand on voit arriver et se développer une nouvelle séquence, eh bien si on voit qu'elle commence à se multiplier rapidement, on peut évaluer à peu près la durée pendant laquelle cette nouvelle épidémie va durer. Est-ce que ça, c'est vraiment modifié par les circonstances environnantes ? Certainement, mais cela étant, personnellement, je crois que la durée de vie de l'épidémie, elle va rester celle du nombre de mutations qu'il est capable d'accumuler. Ensuite, le nombre de gens qui seront infectés, c'est différent. Mais la durée elle-même de l'épidémie, c'est jusqu'à ce que le virus ait épuisé sa capacité à se multiplier. C'est-à-dire, assez souvent, on va essayer de chiffrer ça très très précisément, mais assez souvent, c'est chaque sous-variant ou chaque sous-virus émergent ou linéage émergent aura une durée de vie qui sera entre 3 mois et demi et 4 ou 5 mois. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut observer maintenant grâce à des données qu'on n'avait jamais eu au monde. Nous, rien que sur le 4, on a 10 000 génomes. Donc la capacité à explorer ça, c'est entièrement nouveau.
extrêmement important. Moi, je suis très heureux que le président de la République et le gouvernement aient lancé un équipement massif dans le cadre d'Emergene pour pouvoir obtenir des quantités de séquences. Donc ça nous permet d'avoir un nombre de séquences absolument considérable qui nous permettent de comprendre ce qui est en train de se passer. Et vous voyez que les épidémies sont différentes d'un pays à un autre en Europe, sans qu'on sache pourquoi. Leur gravité est différente aussi. Vous voyez que le 4B là, qu'on voit là, eh bien, on a montré qu'il était franchement plus sévère que le 4A. Donc l'expansion géographique dépend du variant, la gravité dépend du variant, d'accord ? Et bien entendu, il y a d'autres facteurs, la vaccination, il y a des endroits où la vaccination a permis une réduction de la gravité. Donc tout ça, c'est des éléments complexes, mais en tout cas, il y a une chose qui s'éclaire maintenant, c'est qu'on voit ce qu'est la vie de ces virus. Comment ils font, on arrive à comprendre, il y a des éléments qui font apparaître des variants épidémiques. Et puis il y en a d'autres, au contraire, des mutations qui ne font rien du tout, qui sont abortives, c'est-à-dire les mutants ne prolifèrent pas. Et puis quand ils prolifèrent, on sait que ça ne durera qu'un temps parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'accumuler des petites erreurs qui finalement vont épuiser sa capacité à se transmettre. Merci beaucoup.